Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour LDC ou lisons des creepypasta. Comme d'habitude, si vous voulez vous faire peur avec une creepypasta, c'est pas mon émission qu'il faut regarder parce que bah voilà, moi mon but c'est de dédramatiser creepypasta parce que des gens qui lisent des creepypasta pour faire peur sur YouTube, il y en a assez. Et j'ai envie de me démarquer un petit peu. Donc voilà. La pasta que je vais lire aujourd'hui, bah, elle a pas de titre parce qu'on me l'a un peu envoyé sur Facebook. C'est Damien Lavoie qui me l'a envoyé. Merci à toi, mec. C'est sympa, c'est toujours sympa de m'envoyer des munitions. Hein. Ouais, là c'est clairement des munitions. Hein. C'est un truc que je vais pouvoir détruire gentiment. Et en plus, je l'ai pas lu avant. Je vais la lire en même temps que vous, hein, comme j'ai toujours fait avec les creepypasta. Par contre, le truc, c'est que j'aurai pas de lien à vous filer à la fin. Voilà. Donc, du coup, bah attendez, je vais quand même faire un truc là. Juste copier-coller la première phrase dans Google, là, puis voir si ça me sort quelque chose. Voilà. Ah bah oui, ça m'a... l'expérience russe d'hypnologie, voilà. The Russian Sleep Experiment. Et j'aurai un lien à vous filer, en plus, c'est magnifique. Et hypnologie et Russian Sleep, ça veut rien dire, hein, c'est pas la même chose. Russian Sleep, j'ai du mal avec l'anglais aujourd'hui. Ça veut dire dormir, le russe endormi, quoi. L'expérience du russe endormi, mais je pense que l'expérience russe d'hypnologie, ça passait mieux. Donc ouais, on va se lancer pour l'expérience russe d'hypnologie. Ça va être ma première pasta qui n'a pas un rapport avec des jeux vidéo ou autre, hein, parce que jusqu'à maintenant toutes mes pastas avaient un rapport avec des jeux vidéo, ouais, au moins avec des séries TV ou au moins avec internet. Là, c'est pas le cas. Donc on va voir comment je m'en sors. Allons-y. Durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours en utilisant un gaz expérimental basé sur des stimulants. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas, étant donné qu'il était toxique à partir d'une concentration élevée. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Ils n'avaient donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres en forme de hublot qui permettaient de les surveiller. Ok, je crois que je vais pouvoir appeler au bullshit, mais dans l'immédiat, hein. Juste une petite seconde, hein. Voilà. Je précise que mes sources sont Wikipédia, là. La vidéosurveillance ou télésurveillance, parfois désignée par le sigle CCTV, est un système de caméra et de transmission d'images disposé dans un espace public ou privé pour le surveiller. Les images obtenues avec ce système peuvent être traitées automatiquement et ou visionnées puis archivées ou détruites. La surveillance a pour but de contrôler les conditions de respect de la sécurité, de la sûreté ou de l'exécution d'une procédure particulière. Le principe de filmer et de contrôler un phénomène à distance a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. La Seconde Guerre mondiale, rappelez-moi quand c'est que ça a lieu là durant la fin des années 1940. Bullshit. Bullshit. Voilà, ça c'est dit, hein, voilà, on a la première incohérence, hein. Vous en faites pas, je suis sûr que j'en trouve plein d'autres. La chambre était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et de toilettes et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'un mois. C'est merveilleux. Comme d'habitude, je suis sûr que si je recherche cette histoire ailleurs, hein, il n'y aura rien. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi pas? J'ai rien à dire par rapport à ça, hein, ça a l'air vrai. Enfin, je veux dire, ça peut être vrai. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours, bien que la libération fût hors de question. Ouais, ok. Leur conversation et leur activité étaient surveillées, on a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants de leur passé, le ton de la conversation devenant beaucoup plus sombre après le 4e jour. Ouh, les fantômes sont là. Oh, j'ai peur. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des événements qui les a amenés là où ils se trouvaient à montrer des signes de paranoïa sévères. Ils ont arrêté de se parler et, à la place, se sont mis à parler au microphone et au miroir sans teint des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades. Les autres sujets des tests en captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz. Mais ils avaient tort, car il s'agissait en fait de l'effet d'une creepypasta pourrie. Et oui... Ça peut tuer, hein, les creepypasta pourris, je vous jure. Et là, on en a l'air d'avoir un excellent spécimen, hein, sous les yeux, quand même. Donc, après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures sans discontinuer. Et ensuite essayait de ne pas s'arrêter, mais il n'arrivait qu'à produire de temps à autre de petits couinements.
Ouais, je veux bien que ce soit une foutue expérience de 1940 où soi-disant les caméras de surveillance n'existaient pas encore, mon cul comme d'habitude, hein, c'est du beau poulet, tu veux une morse? Mais je veux dire, quand ils ont vu ça, ils se sont pas dit un truc du genre, oh putain, il est en train de commencer à péter un plomb, l'expérience est en train de tourner comme une merde, faudrait peut-être intervenir. Non, non, on va continuer à observer. Ok. Les chercheurs ont pensé qu'ils s'étaient déchiré les cordes vocales. Mais ils n'ont pas été voir, hein, parce que merde, il faut pas aller voir, hein. Le plus surprenant dans ce comportement, vous voulez dire le comportement des chercheurs qui n'ont pas interrompu l'opération pour voir ce qui se passait? Excusez-moi, là je fais chier des briques pour pas grand chose, mais merde. Je veux dire, c'est des scientifiques, hein. Quand l'expérience tourne mal, tu arrêtes l'expérience, t'as beau être un scientifique russe. Ils étaient pas tarés, hein, les scientifiques russes de 1940, je veux dire. Ils savaient quand t'arrêtais une expérience. Enfin bref. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou plutôt n'ont pas réagi. Vous êtes sûr que les scientifiques, ils sont pas des sujets, eux aussi? Ils étaient pas sous l'effet du gaz, vous êtes sûr? Non, parce qu'ils ont pas réagi non plus, hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. Deux des captifs qui ne criaient pas ont alors désossé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur le verre des hublots. Les cris se sont rapidement arrêtés. Les murmures adressés au micro également. Ok, et dans tout ça, vous avez pas eu l'idée de dire putain, les mecs, on stoppe tout, ça devient beaucoup trop glauque, on va les sortir de là et les exécuter? Je veux dire, ça impliquait pas de les relâcher, hein. Tu les sors de là, tu leur colles une balle dans la tête, point. Enfin bref. 3 jours se sont écoulés, les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. Putain de merde, ils ont collé des pages avec leur merde sur les hublots. Vous pouviez pas envoyer un putain de technicien avec un balai pour enlever les... C'est rempli de tellement d'incohérences que j'arrive même plus à faire de l'humour là-dessus, quoi. C'est moisi. Je suis obligé de lire ça jusqu'au bout, sérieusement? La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'il devait être toutes les 5 en vie. Ah ouais, d'accord, parce qu'ils n'ont pas de caméra en circuit fermé en 1940, mais ils ont des appareils d'analyse précis pour savoir combien ils consomment d'oxygène. Logique, logique. Non, mais je veux plus rien dire, hein. J'ai mal à la tête. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Et là non plus, ils n'ont pas été voir à l'intérieur, hein, non. Pourquoi faire? C'est bon, je dois aller me branler puis aller voir ma copine, après je vais pas rentrer là-dedans, en plus ça doit puer la merde. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre. Putain! Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, vous vous rendez compte? Waouh! Mon Dieu! Déjà, pourquoi, s'ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, il y avait un interphone dans la putain de chambre? Tu me dis ça? C'est bien beau d'inventer des éléments scénaristiques à ton histoire, encore faut-il y trouver une raison. Et là, c'est pas le cas. Espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts ou dans un état végétatif. Dans ce cas-là, tu sais ce que tu peux faire? Tu mets un foutu masque à gaz. Parce que ça existait à la Deuxième Guerre mondiale. Hein, et tu rentres dans la chambre pour voir ce qui se passe. Et à la limite, si tu veux pas trop te faire flinguer par les détenus, tu prends aussi une mitrailleuse. Hein, je veux dire, mitrailleuse russe, les PMPPSH, ça existait déjà. Ne me demandez pas comment je connais la PMPPSH, c'est tout simplement parce que je jouais à Medal of Honor à l'époque. Le premier. C'est un vachement bon jeu d'ailleurs. Enfin bref. Ils ont annoncé « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre ou vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme « Nous ne voulons plus être libérés. » Ok les mecs. Les mecs, j'ai pas envie de faire chier, là, mais balancez le maximum de gaz que vous pouvez dans cette putain de chambre. Attendez bien 2 heures jusqu'à qu'il n'y ait plus de consommation d'oxygène, vu qu'apparemment vous avez une machine qui arrive à différencier la consommation de gaz et d'oxygène, le truc qui se fera probablement dans les années 70 ou 80, hein, pour être assez précis, mais bon. Bref, foutez le maximum de gaz possible et barrez-vous, et scellez tout derrière vous, hein. Quand ça vient comme ça, tu te casses.
Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit le 15e jour. Putain, une réaction logique! Mais une réaction logique après que les détenus aient eu le temps largement d'établir un plan pour foutre la merde. On dirait le scénario d'un très mauvais film d'horreur. Extrêmement mauvais, je veux dire, où toutes les ficelles sont extrêmement visibles. Extrêmement prévisibles. Un très mauvais film d'horreur, quoi. Enfin bref. Où j'en étais, moi? Ah oui. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Ok, comment vous avez fait ça? Comment vous avez fait ça? Je veux dire... Merde, comment vous avez fait? Je veux dire, il y a des tuyaux partout dans la chambre, il y a un système de ventilation? Est-ce que la ventilation existait seulement en 1940? Putain, mais précise, donne des sources, quoi. Et des voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier comme s'il allait de la vie et de l'amour comme s'il allait de la vie, de l'amour de leur vie. De remettre le gaz. De la vie, de l'amour de leur vie. Paye ta syntaxe de merde, achète-toi un Becherel, mec. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel étaient ne fût pas qualifiable de vivant. C'est-à-dire que si vous étiez rentré dans la pièce pour retirer les pages collées de merde sur les hublots, vous auriez peut-être pu voir avant. Je veux dire, en plus, si c'est un projet militaire, je pense que les militaires ont dû avoir envie de voir ce qui se passait aussi. Hein? Je veux dire, en général, les militaires n'aiment pas trop bousiller leur pognon dans des expériences inutiles. Oui, c'était un troll. Absolument. Enfin, je veux dire, c'est quand même une réaction logique. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y a des morceaux de chair, de cuisse et de torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquait que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Ouais. Sinon, s'il y a déjà des os... et tout le bordel, ça veut dire que ça fait plusieurs jours qu'ils sont comme ça. Et donc ils auraient déjà dû mourir d'une putain d'infection. Mais bon, après tout je suis pas médecin, hein. J'aimerais bien s'il y a quelqu'un qui passe dans les commentaires, qui a fait des formations, une étude en médecine, hein, et donc qui a mieux réussi sa vie que moi, hein, oui il faut le dire, qui me dise si avec les mains à l'air libre comme ça, avec des os et des tendons et des muscles à l'air libre, surtout partout sur le corps, on risque pas de mourir très très prochainement d'une infection, hein. Voilà. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes, avaient été infligées par eux-mêmes. Et ils ont réussi à se faire ça, là, comme ça, sans crier dans les micros. Ouais, c'est bien. Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Ouais... Visiblement, le mec qui a écrit ça, il n'a aucune connaissance en anatomie humaine. Hein? Non, parce que je veux dire, les organes abdominaux et les muscles qu'on a là, ils sont pas là pour faire joli et pour combler du vide. Hein. Ils ont une utilité. Pour de vrai. Et si tu te les arraches, ben tu meurs comme une merde. Parce que tu te provoques énormément d'hémorragie interne et externe en même temps. C'est pas beau la vie? Donc ces connards n'auraient pas dû être en vie. Putain! Bref, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tous les vaisseaux sanguins et les organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants, des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arraché et dévoré durant les jours précédents. Oui, donc si jamais, comme ça, sans outil chirurgical, avec des ongles de merde, il n'est pas possible de s'arracher les organes abdominaux avec une précision chirurgicale pour éviter des hémorragies internes et externes. J'ai pas besoin d'être médecin pour le savoir. S'il y a des mecs qui font plus de 7 ans d'études pour pouvoir nous opérer, c'est pas pour perdre leur temps. C'est un peu pour étudier la putain d'anatomie humaine. Quand même. Hein? Et bon, bref.
La plupart des soldats étaient les Russes d'un commando spécial affecté à l'installation, mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour ressortir les sujets de test. Ne sortez pas les putains de sujets de test, collez-leur tous une balle dans la tête et on n'en parle plus. Je suis seul à réfléchir de manière logique là dans cette installation militaire à la con. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne se rendorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé, après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère à l'une de ses jambes par les dents d'un sujet. D'accord, vos putains d'armes, elles sont où? Je veux dire, tu vois un de tes potes se faire arracher les couilles à coups de dents et toi t'es là avec ta Kalachnikov et tu fais rien. Oui, je sais pas si c'était des Kalachnikov à l'époque, mais merde, hein. T'es là avec ton arme automatique et tu tires pas, hein. Tu dis, waouh, super, elle lui a arraché un beau morceau de couille quand même. Putain, dommage que le téléphone portable n'ait pas encore été inventé, bordel. J'aurais bien pris un selfie. 5 autres soldats ont perdu la vie, et si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Enfin bref. Ouais, le coup des suicides mystères, hein. Je veux dire, c'est une des plus vieilles ficelles des creepypasta, je suis étonné qu'il y ait encore des gens pour l'utiliser. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et s'est vidée de son sang, presque immédiatement. Ouais, chose qu'il aurait déjà dû faire en s'arrachant les muscles abdominaux, mais passons. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. Ouais, plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, le mec il crève. Hein, il a beau être enragé, son cerveau il peut pas gérer. On a pu constater que le cœur a continué de battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à porter et répétant continuellement le mot plus de plus en plus faiblement jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Sinon, juste comme ça, au passage, ouais non, je vais arrêter de vous balancer des faits de médecine et de comment fonctionne le corps humain, je pense que j'ai pas besoin de vous les dire. Hein, je suppose qu'il va y avoir une belle explication bullshit à la fin pour expliquer pourquoi il continue à vivre, ou alors ça va complètement passer à côté, ça va rester le grand mystère. Enfin bref. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corps vocal encore intact continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Le seul bloc opératoire. Je veux dire, dans une base militaire russe, il y a un seul bloc opératoire. Ok, mec, t'as étudié un peu l'histoire. Non, je veux dire, en 1940, c'était la pleine guerre. C'est clair qu'ils avaient un peu plus qu'un seul bloc opératoire pour soigner les soldats. Je veux dire, ils revenaient pas à la minute. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de respawn à l'époque. Hein. Donc du coup, dès qu'un soldat était mort. Donc on essayait un petit peu de le rafistoler pour le renvoyer au combat par la suite, si possible. Donc plus d'un bloc opératoire, c'était un plus en général. Hein. Mais bon. Bref. Durant la procédure devant le préparer pour le remplacement de ses organes internes... putain... Pardon? Durant la procédure de... Excusez-moi. Voilà. Alors, juste comme ça, au passage, hein, je vous rappelle qu'on est en 1940, qui remplace des organes internes, hein, qui les remplace, c'est-à-dire qu'il les recrée, qu'il les fabrique. Hein. La première transplantation cardiaque a été faite par Christian Barnard, chirurgien cardiaque au Cap en Afrique du Sud le 3 décembre 1967. 1967. 27 ans plus tard, après les événements de cette creepypasta de merde. Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui lui ont été administrés dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il s'était battu furieusement contre ses liens lorsque le gaz d'anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets. Même avec le poids d'un soldat de 90 kg qui essayait de maintenir ce poignet immobile. Mais bien sûr... Et la marmotte, hein... Enfin bref. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir, et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Ok, donc... Tu veux dire que 4 fois la dose supérieure, la dose maximale de morphine, ça tue pas un mec,
Mais juste un petit peu plus de gaz anesthésiant que d'habitude, bah ça suffit, hein. Je veux dire, cohérence, non, non, toujours pas, hein. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et il s'était brisé 9 fois dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. La plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Ok, donc il a la plupart des muscles déchirés, mais il arrive à se débattre comme un lion. Putain, mais je veux dire, quand t'as la moitié du corps en sang, que t'es ouvert de partout et qu'il te manque des organes internes, t'arrives pas à te débattre. T'agonises. Point. Même si c'est sous l'effet de la panique. Ah. Le second survivant a été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étaient détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Il n'a réagi qu'en secouant violemment en tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur d'essayer l'opération sans anesthésie. Et il n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qu'il restait de peau. Vous saviez que les bases militaires russes, elles avaient des foies, des rats, des reins de tous les groupes sanguins imaginables, hein, justement pour le cas où on ferait des expériences. Non, vous saviez pas? Non, parce que ça n'a jamais existé. C'est de la merde. C'est de la merde encore fraîche, elle fume encore sur le sol, là. Et on appelait ça creepypasta. Mais vous savez, vous pouvez, comme l'a dit le joueur du grenier, hein, vous pouvez mettre de la chantilly sur une merde, ce sera très présentable, mais je vous conseille pas d'en manger. C'est le cas de cette creepypasta. C'est bien enrobé, mais en dessous, il y a du fumier. Voilà. Le chirurgien président de l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Ouais, ce serait sympa, là, ouais, voilà, un petit peu de... ouais, voilà, un petit peu de logique, oui. Il devrait plus être en vie, voilà. Hein, je veux dire, les chercheurs devraient le savoir aussi, vu qu'ils sont censés avoir un doctorat en médecine. Bordel. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Bah c'est cool, hein, il arrive à draguer pendant son opération, moi je dis que c'est badass, hein. Je veux dire, surtout une opération sans anesthésie. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ce devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple, continue à couper. Hein? D'accord? Les deux autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les deux sans anesthésie. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre le médecin des yeux. Ouais, je veux dire, et puis ça, vous auriez pas pu le faire pendant qu'il y avait un mec qui arrivait à déchirer son lien de poignet avec un mec de 90 kg sur lui. Je veux dire, le gaz paralysant, il a apparu, il a popé. Hein, je veux dire, c'était le respawn du gaz paralysant par la suite. Non, mais je me permets de poser des questions bêtes, hein. Non mais sérieux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander du gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles, et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz, et surtout comment ils faisaient pour être putain d'envie avec la moitié des organes internes arrachés. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Ok. Les liens des trois sujets ont été renforcés. Oui, courage, on a bientôt fini. Oui. Les liens des trois sujets ont été renforcés, ils ont été remplacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs, faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qu'ils leur avaient fixé, ont pensé à les euthanasier. Ou alors vous leur collez une putain de balle dans la tête, c'est moins cher. Mais bon, vu que vous avez apparemment des technologies des années 90 dans votre base militaire des années 40, oui, euthanasiez-les après tout, hein, j'ai envie de dire. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux, et a voulu voir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Ouais, comme d'habitude, hein. Non, je veux rien dire. J'ai juste envie d'en finir, là. C'est bon, hein. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur en électroencéphalographique. Alors attendez, hein. Voilà, les premiers électroencéphalogrammes qu'on pouvait se procurer assez librement, et je vous rappelle que la Russie dans les années 40 c'était du communisme, donc pour se procurer ce genre de choses, fallait vraiment y aller.
Ils ont été distribués dans les années 50, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Donc ok, le premier électroencéphalogramme a été créé en 1929, mais en 1940, tu pouvais pas te procurer ça comme ça, hein, et en plus, ils n'étaient pas super efficaces. Donc à mon avis, les scientifiques de l'époque, ils auraient pas misé tout sur une technologie aussi jaune. Hein, mais bon, bref. On va supposer qu'ils avaient des électroencéphalogrammes comme ceux qu'on a aujourd'hui, hein, parce que visiblement, l'auteur de cette histoire avait la flemme de faire des recherches historiques. Alors moi aussi, je vais vous dire, j'ai la flemme de trouver des incohérences maintenant. Et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les trois arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois inexplicablement une simple ligne. Ouais, donc voilà, oui, c'est un électroencéphalogramme des années 90 qu'ils utilisent, les scientifiques des années 40. Ah putain, excusez-moi encore une fois, hein. Je suis désolé, je suis obligé de... voilà, électroencéphalogramme 1940, hein. Voilà, donc... Voilà. Les électroencéphalogrammes des années 40, c'était des monstres. Voilà. Et ça n'affichait pas des lignes. Aussi. Passons. Continuerons. Ouais, bien. M'affichait parfois inexplicablement une simple ligne. C'est comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales avant que tout ne redevienne normal. Et ça les a pas inquiétés, hein, non. Comme s'il se concentrait sur le papier qui sortait du moniteur. Comme il se concentrait sur le papier qui sortait du moniteur, une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ses ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles du sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ses ondes cérébrales montraient la même ligne droite que celui qui était mort après s'être endormi. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les deux sujets à l'intérieur ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui ont été nommés a immédiatement sorti son revolver et s'est tiré une balle entre les 2 yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Ouais. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. « Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses, pas avec vous, a-t-il crié à l'homme attaché à la table. « Qu'est-ce que vous êtes, a-t-il demandé, je dois le savoir. » Ouais, donc je vous rappelle que tout le monde a fui la pièce, hein, donc il n'y a plus de témoins. Donc, comment tu sais ça? Enfin là, ça va, il y a les micros, mais après il y a la phrase « Le sujet a souri ». Comment tu sais? Est-ce que vous avez oublié si facilement, a répondu le sujet. Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacune d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. Le chercheur a marqué un arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'électroencéphalogramme a alors affiché une ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots. Si près d'être libre... C'est de la merde. Non, c'est de la merde. Non, sérieux, là. C'est le moment où je dois donner mon avis sur la pasta. Déjà, ça m'a mis... Ça a pris une demi-heure à lire cette connerie. Une demi-heure que j'aurais pu occuper de manière beaucoup plus intelligente, genre en faisant un let's play. Hein, c'est déjà... C'est moins abrutissant, mais surtout, il y a tellement de trucs. Il y a des technologies qui n'existent pas encore, qui sont utilisées. Il y a le fait de replacer des organes, les opérations... Ça ne se faisait pas encore, ça, on réparait des organes à l'époque. Oui, ça, j'admets, c'était possible. Mais on ne les remplaçait pas, ça n'existait pas encore, les dons d'organes en putain de 1940, et encore moins en Russie. Bordel de merde. Voilà. Donc cette creepypasta c'est de la merde, si vous voulez la relire sans mes commentaires, allez-y, si vous avez envie de vous abrutir un peu plus, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Facebook qui est aussi dans la description de la vidéo. Voilà, donc sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypasta, bye.